Bonjour et bienvenue pour cette interview. Bonjour Nathalie. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Nathalie Crépin, qui vient nous parler, entre autres, de son livre qui vient de sortir, La maladie, la plus grande chance de ma vie. Et elle va nous parler de son parcours, justement, autour de la maladie, de son évolution et de ce qui l'a amené aujourd'hui à écrire ce livre. Voilà, ou pourquoi elle a écrit ce bouquin et ce livre et qu'est-ce qu'elle veut transmettre par ce livre. Donc Nathalie, déjà, je vais te laisser te présenter. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, quel est ton parcours? Parle-nous un peu de toi. Ok. Déjà, si je voulais faire hyper court, je pense que surtout à toi qui connais l'importance d'être soi, je te dirais, je pourrais me contenter de te dire que je suis un être qui a pris conscience de qui il était vraiment et qui, depuis plusieurs années, s'applique à le devenir. Bon, c'est peut-être un peu succinct, hein, donc je vais développer, je vais faire une présentation classique. Donc, j'ai 47 ans, je suis mariée, je vis en Vendée. Au niveau de mes études, j'ai passé un bac littéraire, puis je me suis inscrite en fac de droit. En fait, j'ai toujours eu un parcours scolaire rectiligne, Ouais. bonne élève, sans faute, voilà. Donc en fait, ça coulait de source que je fasse des études et pour tout le monde en fait. Et je crois, à cette époque-là, j'avais jamais remis en cause ce schéma. J'avais des capacités, voire des facilités. J'étais vouée à faire de longues études supérieures, point. Donc, c'était décidé depuis mes 15 ans. Enfin, j'avais décidé depuis mes 15 ans, personne ne m'a rien imposé. Ouais. Je serais avocate. Voilà. Donc, je me suis inscrite en fac de droit. Mais bon, arrivée à la fac, j'ai perdu un peu toutes mes illusions les unes après les autres. Déjà, j'ai déchanté par rapport au droit et au métier d'avocat en lui-même. Ouais. Le droit, je ne le trouvais pas très juste. Je trouvais même qu'il y avait des lois aberrantes. Et puis l'avocat, il était juste là pour appliquer le droit, en fait. C'était pas le justicier des temps modernes que moi, je m'étais imaginé du haut de mes 18 ans. Ouais. Donc, voilà, j'ai vite réalisé, surtout avec mon idéalisme de l'époque, que ça allait pas le faire pour moi. Donc, j'ai quand même continué, bon an, mal an, mes études parce que, voilà, hein, toujours comme ce que je disais au début. Voilà, j'avais commencé et il n'y avait aucune raison d'arrêter. Donc, voilà. Comme j'étais pas très motivée, j'ai quand même galéré un peu. Enfin, j'ai redoublé ma première année, j'ai redoublé ma deuxième année. Et puis aussi, au début de ma première année de fac, mon frère aîné est décédé. Donc, ça m'a un petit peu ébranlée quand même, surtout dans ma vision de la vie. Puis, il y a eu 2-3 événements comme ça qui se sont succédés, notamment le père d'une copine qui était atteinte d'un cancer des poumons, qui avait donc une espérance de vie réduite, à brève échéance. Et je voyais ce mec qui avait toujours bossé dur, qui avait bien gagné sa vie, qui finalement, non seulement n'avait pas le temps de profiter de son argent, mais en plus, il risquait de jamais être à la retraite et de ne pas en profiter du tout, quoi. Et en fait, de plus en plus, tu as touché du doigt un peu l'absurdité un peu exactement. De la Voilà, vie, quoi. Exactement. J'ai commencé à trouver la vie de la plupart des adultes complètement insensée. C'est-à-dire faire de grandes études pour avoir un boulot bien payé, gagner de l'argent, éventuellement accumuler un peu ou avoir une belle maison. Mais travailler tellement que tu n'en profites pas tant que ça. Ouais, ça n'avait pas de sens pour moi. Oui, tu as eu un peu un déclic, on va dire, à cette époque, du coup? C'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Mon frère venant de mourir, c'est vrai que ça te remet des choses en perspective quand même. Voilà, surtout qu'à 18 ans, bon, un frère, ça ne meurt pas. Tu penses tes parents, tes grands-parents éventuellement. Donc, c'est vrai que ça m'a quand même mis une petite claque. Et puis, mon dernier déclic, ça a été un livre que j'ai lu alors que j'étais censée réviser des partiels de droit. Ouais. Et c'était le récit d'un navigateur, Bernard Moitessier, pour les connaisseurs, qui racontait donc son tour du monde à la voile. Et moi, je ne connaissais rien du tout au monde de la voile. Je n'étais jamais montée sur un bateau. D'accord. Jamais montée sur un bateau, même pas un petit dériveur, rien. Ouais. Et pourtant, quand j'ai lu ce bouquin, ça a vraiment... ça a allumé la petite étincelle qui me manquait à ce moment-là. C'est vrai que je m'ennuyais de plus en plus dans ma vie à la fac. C'était super pour ma vie sociale, à la fac. Là, tu prends les débuts de la liberté, de l'indépendance, les copains, super pour ça. Mais ouais, ça manquait de sens et je m'ennuyais. Et là, ce livre, je me suis dit, ouais, mais c'est ça que je veux faire. Je veux un bateau, je veux partir à l'aventure.
Ouais. Bon, j'ai pas acheté de bateau, je suis pas partie à l'aventure, mais j'ai bel et bien arrêté mes études de droit Du pour coup, me tu as lancer arrêté? dans D'accord. pour me lancer dans l'apprentissage de la voile. Bon, Génial. j'ai arrêté. J'ai dit à mes parents que j'avais échoué. C'est ce que j'allais Donc, te comme j'avais dire. déjà fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit à Ouais, tes parents? Parce que les parents, dans ouais, ces cas-là. ouais. À mon père, du moins. Je pense que ma mère, je l'avais mise au courant, que j'en pouvais plus, je voulais arrêter. Et en fait, parce que ça paraissait en plus fou, parce que j'étais à 2 euros de valider mon diplôme, de valider mon DUG, quoi. Mais je savais que si j'avais mon DUG, je m'inscrirais en licence. Et puis, voilà, je continuerais. Donc, j'y suis pas allée. Je suis pas allée à mes derniers examens. Et j'ai dit que j'avais échoué. Donc, en fait, ça s'arrêtait là pour moi, puisque, en fait, normalement, le DUG doit se faire en 3 ans maximum. Oui. Donc, déjà, j'avais demandé une dérogation pour le faire en 4 ans. Donc là, voilà, si j'échouais, c'était fini. Donc, j'ai commencé la voile. Des stages d'apprentissage, j'ai fait des croisières et puis j'ai fait ça pendant 5-6 ans. En fait, Ah, quand même. Donc, tu es ouais. vraiment allé jusqu'au bout de cette Ah aventure, oui, quoi, oui. de Ouais. ce déclic. Ouais, j'ai Ouais. pris ma retraite au moment où tout le monde, comme mes copains, commençaient à travailler. En fait, j'ai pris 5-6 ans de l'extérieur à glandouiller, quoi, parce que je gagnais pas d'argent. Je faisais des stages. Bon, après, j'ai passé mon monitorat quand même. Et tu J'ai voyageais, du enseigné un coup? petit peu. Tu voyageais Non, ou... finalement, pas tant que ça. Ouais. Je suis pas partie à l'aventure. Non. D'accord. J'ai fait de la voile, je passais le plus clair de mon temps en mer et ça m'a fait réaliser à quel point je m'ennuyais royalement à terre. Ouais. Mais j'y restais dans le coin, quoi. Je suis partie au maximum 3 semaines, tu vois. D'accord. Donc, je suis au plus loin, je suis allée du Havre jusqu'en Irlande. D'accord. Ça va pas. J'ai pas fait le tour du monde, quoi. Je suis pas partie à l'aventure parce qu'il y avait quand même mes parents à rassurer. Ils avaient perdu leur fils en plus, donc moi je prenais une certaine responsabilité sur les épaules. Je voulais pas leur créer de soucis ou de choses comme ça, tu vois. Donc, je suis restée sage dans ma décision de tout quitter quand même. Oui, tu voulais pas en rajouter à leur peine, quoi. Tu voulais pas Ouais, c'est ça. Bah oui, partir. Et puis, ouais. Ouais. Mais tu as quand même Donc vécu, voilà, ta passion. Tu t'es quand même c'est autorisé ça. ça, tout Ouais, en étant proche de ouais. tes parents, parce que Oui, voilà, tu savais que tu avais un rôle à voilà. jouer. Ouais. Ouais. Et puis malgré tout, j'en ai bien profité. Enfin, ça m'allait très bien comme ça. C'est vrai que j'aurais peut-être apprécié si j'étais partie à l'autre bout du monde, mais finalement, j'avais pas de manque. Pour autant, j'avais pas de frustration, quoi. Moi, je passais mon temps sur les pontons, sur les ponts des bateaux. Je fréquentais des voileux. Ça m'allait très bien. Tout était parfait. Très bien. Et alors, J'avais un petit appartement sur le port de Plaisance. C'était la belle c'était vie. vraiment la mer. Et du coup, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, tu passes 5-6 ans, donc tu réalises, voilà, c'est un peu un rêve. Ouais. J'avais en fait, j'ai travaillé aussi dans des chantiers nautiques et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et du coup, à l'approche de mes 30 ans, j'ai ressenti le besoin de me poser, quoi. J'aspirais à autre chose. Je voulais rentrer dans le moule. Déjà, j'ai envisagé d'avoir des enfants, de fonder une famille. Donc, je voulais un emploi plus compatible peut-être avec une vie de famille. Ouais. Encore que, vu que je partais pas non plus pendant des mois en mer, je vois pas en quoi c'était incompatible. Mais c'était ce côté peut-être, Te poser. Ouais, me poser et surtout être comme tout le monde. Je pense que inconsciemment, ça m'allait pas tant que ça d'être en dehors des cases, quoi. Tu vois, il y a eu ce moment où j'ai eu besoin, ou du moins j'ai pensé que j'avais besoin de ça, de rentrer dans le moule, d'être dans une case. Enfin, dans une case, c'est avec rien qui dépasse, comme tout le monde, parce que c'est rassurant d'être comme tout le monde, c'est confortable. Oui, puis Donc, je me suis convaincue. Après, c'était peut-être un nouveau cycle. Tu terminais peut-être c'est un ça. cycle et puis tu avais envie d'autre chose. C'est ça. Au final, peu importe. C'est vrai que là, je suis plus tombée dans le poids des conditionnements, je pense. Et donc, c'était du domaine de l'ego. Mais au final, je me suis quand même écoutée. Et je pense que c'était ça le plus important. C'est que, exactement, des cycles. Il y a des cycles où j'écoutais plus l'appel intérieur. Là, c'était peut-être plus le poids des dictats de la société, tu vois. Mais n'empêche que j'ai écouté quand même mon élan qui était à ce moment-là, me poser. Et donc, j'ai fait une formation de secrétaire juridique par correspondance. Ouais. Et puis, j'ai créé ma propre activité de secrétaire indépendante, en fait. Donc, je travaillais à mon domicile pour des clients qui externalisaient leur secrétariat.
Donc ça, tu avais 30 ans donc, à ce moment-là. Ouais, D'accord. enfin, quand 30, 31, voilà, il m'a fallu 1 an et demi après Ouais, pour monter mon projet de création d'entreprise. Donc, d'accord. on arrive début 2005, je crée mon activité de secrétaire indépendante. Mm. Dans le même temps, j'ai créé un forum pour regrouper d'autres personnes qui avaient la même activité, donc les mêmes problématiques, voilà, pour qu'on se soutienne. Et très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était de passer mon temps sur le forum à répondre aux questions, à aider, à pouvoir contribuer à leur succès. Enfin, Ouais. voilà. Et j'ai fini par écrire un guide, un e-book sur comment faire pour créer et réussir son projet de secrétaire indépendante. Super. Et donc, j'ai laissé tomber l'activité de secrétaire indépendante et je me suis lancée dans l'accompagnement sur Internet des personnes qui, elles aussi, avaient un projet de créer leur activité en créer ligne. leur… Voilà. D'accord, super. Et donc là, Donc ça, je l'ai… tu as créé cette activité-là. Donc, Oui, en 2006. tu t'es réorientée, on va dire, plutôt dans Voilà, l'accompagnement alors. rebelote. Ouais. Je réarrête tout et je me relance. Voilà. Je suis restée dans ce sujet-là, mais en fait, complètement, je voulais pas faire secrétariat. En fait, j'accompagnais celles qui voulaient monter leur projet. D'accord. Et ça, donc, je l'ai fait pendant 5-6 ans, pareil. Pareil, d'accord. Ah ouais, tu as vraiment des cycles. Et donc, devine, au bout de 5 ans, j'en ai eu marre. J'ai commencé à me lasser. Parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question déjà, du télésecrétariat. Alors déjà que moi-même, je ne l'exerçais plus, le télésecrétariat, ça m'intéressait moins. Et puis oui, j'avais fait plusieurs produits comme ça et j'avais l'impression d'en avoir fait le tour. Et puis moi-même, je me sentais plus appelée à d'autres choses. J'en avais marre en fait de la vente, de tout ça. Et donc là, on arrive en 2011. Ouais. Je tombe brutalement malade et c'est le début d'une nouvelle aventure. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'était vraiment, c'est intéressant que tu nous partages, voilà, justement tout. Le cheminement qui a mené. Le cheminement, tout à fait. Et donc, voilà, en 2011, tu découvres que tu as une maladie. Ouais. Qui est particulière, si tu veux partager pour que… Oui. Ça s'appelle la myasthénie grave. C'est une maladie neuromusculaire auto-immune. Donc, qui est relativement invalidante parce que, en fait, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui crée les faiblesses, mais en fait, ça crée une faiblesse et une fatigabilité excessive. C'est-à-dire que voilà, tu as un muscle qui fonctionne. Si tu répètes, je vais perdre. Donc, ça provoque une faiblesse de tous les muscles volontaires. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins atteints. Il y en a qui sont touchés uniquement au niveau oculaire. Il y a des gens pour qui ça va être les membres inférieurs au point de même plus pouvoir marcher, certains. Et puis d'autres, c'est plus le haut du corps. Enfin, voilà, ça peut varier d'une personne à une autre. Et moi, on m'a diagnostiqué une forme généralisée et sévère. Ouais. Et du coup, voilà. Donc c'était quand même assez important. Ouais, avec atteinte respiratoire, les muscles des yeux qui fonctionnaient plus trop, donc j'avais les paupières qui tombaient toutes seules, quoi. Je pouvais plus ouvrir les yeux comme ça. Mes muscles oculomoteurs, pareil, donc je voyais flou, je voyais double. Même si c'est pas les symptômes les plus graves de la myasthénie, au niveau des yeux, c'est ce qui m'a le plus embêtée, voire ça avait vite tendance à me déprimer, enfin pas me déprimer, mais parce que je pouvais plus rien faire. Il fallait vraiment que je reste allongée, les yeux fermés, parce que je pouvais pas lire, je pouvais pas regarder l'ordinateur, je pouvais même pas regarder la télé. Je pouvais plus rien faire dans ces moments-là et c'est vite plombant, quoi. C'est minant. Je comprends tout à fait. Parce qu'en fait, voilà, comme tu dis, tu peux plus rien faire et donc voilà, c'est comme si tu dormais. Alors qu'au final, bon, c'est pas les plus graves. Les plus graves, c'est au niveau respiratoire, parce que du coup, il peut y avoir ce qu'ils appellent des crises myasthéniques, donc une détresse respiratoire qu'il faut prendre en charge assez rapidement. Sinon, voilà. Et du coup, comment tu as vécu toute cette période-là et qu'est-ce que tu as mis en place pour aller mieux? Parce que tu es suivi, tu vas nous raconter ça. Déjà, comme je fais jamais les choses à moitié, en plus de la myasthénie, au même moment, on m'a détecté une tumeur dans le thorax au niveau du thymus. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le thymus, parce que moi, je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Donc, c'est une de nos glandes endocrines qu'on a là, derrière le sternum, qui est un organe de l'immunité, en fait. Et puis, j'avais aussi des problèmes de thyroïde. Elle est trop grosse, avec plein de nodules. Enfin, bref, youpi. Tout ça d'un coup, en 10 jours. Alors que je n'avais jamais été malade de ma vie, que je ne connaissais pas les médecins, que je ne connaissais pas les hôpitaux. Enfin, voilà.
C'est vraiment Et tombé pourtant, dessus. Ouais, ah oui, ouais, ouais. ouais. En plus, bien que ce soit une maladie rare, j'ai pas du tout eu d'errance médicale. Ça a été diagnostiqué dans le quart d'heure, quoi. Donc, en fait, D'accord. à partir du moment où j'ai eu le gros des symptômes, il y a eu 15 jours, j'ai consulté, on m'a envoyé à l'hôpital et j'ai eu le diagnostic dans le quart d'heure. Donc, vraiment, j'ai même pas galéré. Ça a Oui, vraiment été, poum, tout d'un coup. Et ouais. pourtant, eh ben, aussi bizarre, voire choquant que ça puisse paraître, moi, j'ai vraiment accueilli la maladie, mais comme une bénédiction. D'accord. Je savais que ça allait être quelque chose de positif dans ma vie. Mais alors, quand tu dis ça, ça te fait bizarre à certaines personnes qui vont regarder, elles vont dire, mais elle Ouais, est j'en ai folle, elle est conscience. Ouais, masochiste. ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti voilà, pour dire ça? Bah, Voilà. justement, c'est ça, c'est là que c'était peut-être intéressant de faire mon parcours avant. C'est que Oui. donc, quand j'étais en 2011, à commencer à en avoir marre, 2010 par là, à avoir marre de cette activité que j'avais créée, donc mon accompagnement sur Internet des personnes qui veulent créer leur activité de secrétaire indépendante. J'aime bien comment t'en Comme parles. c'est la phrase, elle est là, ouh. Je t'en peux plus. C'est que comme on a vu jusqu'à maintenant, tu as remarqué que je suivais mes envies, quoi. Ouais, Que voilà, j'avais envoyé balader la voile pour faire. ouais. J'avais envoyé balader le droit pour faire de la voile. J'ai envoyé balader la voile pour créer mon activité Mmh. de secrétaire. J'ai envoyé balader l'activité de secrétaire, alors qu'en plus, pourtant, j'avais investi beaucoup de temps, d'énergie, mais j'ai pas hésité à laisser tomber quand j'ai senti que c'était autre chose. Et donc, je me Mmh. suis lancée dans l'accompagnement sur Internet. Et là, je l'ai pas fait. J'ai pas suivi mon appel de faire autre chose. Mmh. Et Et la oui, d'accord. différence, toute bête, Mmh. c'est qu'avec mon mari, on venait d'acheter une maison. Et que Mmh. donc, on avait un crédit immobilier sur le dos, qu'on s'est endetté pour 25 ans. OK. Et que j'avais pas le droit à l'erreur parce qu'on avait besoin de Mmh. nos 2 revenus pour Oui. assumer tous nos frais fixes, quoi. Mmh. Et puis, je me suis mis un peu la pression. Et puis, voilà. Donc, j'ai pas osé. Là, Ouais. cette fois, la décision, elle allait plus engager que moi. J'allais emmener quelqu'un d'autre dans ma galère, entre guillemets. Oui. Donc, j'ai pas osé franchir le pas. Mon activité, mon entreprise, elle marchait bien en place. Je gagnais ma vie avec cette activité. Ouais. Et du coup, j'ai pas osé tout arrêter pour me lancer dans autre chose. Et Et ça c'est très paraît anodin comme ouais. ça, mais au final, Ça l'est pas parce que c'est vrai que tu as beaucoup de personnes, ces situations. Là, tu prends la situation de l'achat d'une maison avec un emprunt qui va derrière. Et il y a beaucoup de personnes qui vont justement se sentir un peu prisonniers, justement. c'est ça, prisonnière, et c'est le mot. Et c'est vrai que ça demande, ça demande du courage Mm. justement Voilà, que j'ai de. pas eu cette fois-là. Ouais. Bah, après, non, 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 ça, j'ai pas Non, dit non, mais, dans ce sens-là. Mais non, non, mais moi, je l'ai toujours eu, justement. Je me suis jamais mis de barrière, même si c'était des fois des choix de l'ego, enfin, de l'extérieur, par lesquels je me laissais happer, comme quand j'ai voulu reprendre une activité plus normale après plusieurs années de voile. N'empêche que je m'écoutais, je le suivais. Mm. Et là, non, Mais là, j'ai comme eu tu peur. dis, non, mais comme tu dis, tu n'étais plus Ouais. toute seule et vous étiez deux. Oui. Et je pense que c'est ça qui a joué Mm. aussi parce que tu es quelqu'un d'assez empathique et voilà, tu avais envie aussi Ah oui, et pour le coup, oui, tu mets pour le le doigt en couple. plus sur mon problème, entre guillemets. Enfin, Mm. c'est que je voulais être, dans le moule et dans vraiment le cliché de la personne qui a réussi, quoi. Puis je faisais des choix qui étaient non plus guidés par mon cœur, mais Et plus parce que… tu Ah, te mais je le sentais. sentais, j'étais consciente tout au long du processus. Et Donc je, ouais. je savais que j'avais conscience que je m'enfermais dans une vie qui n'était pas la mienne. C'était mes Mm. mots à l'époque, hein. C'est même pas Mais avec le recul, c'est je savais que je m'enfermais dans une vie qui n'était pas la mienne et je m'y sentais prisonnière. Je savais pas et comment est-ce faire. que ouais, et là j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu en parlais à ton mari à l'époque ou tu n'osais pas en parler? Non, pas vraiment. Enfin, si, du D'accord, fait que j'avais éventuellement envie d'autre chose, mais justement, il m'arrêtait dans mes élans parce que, d'accord, ok, en plus, c'est quelqu'un de très plus inquiet que moi, en tout cas. Voilà. d'accord. Et Moi, du là, ce coup, qui m'a arrêté, c'est plus lui. oui, oui, je Si j'avais comprends. été toute seule, j'aurais sauté le pas. Oui, mais Mais on le lui sent. était plus inquiet par rapport à tout ce qui est situation matérielle, même s'il n'y avait pas lieu d'être. Mm, Il est comme ça, il le sait très bien. C'est pas mal ni bien, quoi. Et voilà. mm.
Et du coup, c'est en ce sens-là que tu dis que tu as plutôt bien accueilli l'annonce de ta maladie. Ah, pour moi, elle s'est Ça? présentée comme la solution parfaite à mon problème, en fait. Ouais, d'accord. Mm. Je me sentais prisonnière, je ne savais pas comment arrêter, je ne me voyais pas dire oh, ben allez, oh, on a une maison à payer, bon, j'arrête, je prends le risque, allez, je me lance dans autre chose. J'ai envie de. Mm. Je voulais aller vers des trucs plus dans l'aide, le développement personnel, même tout ce qui était vente, marketing, tout ça, j'en pouvais plus. J'étais tombée un peu, moi, en me mettant la pression par rapport à la maison. Mm. Alors que jusqu'à là, j'avais toujours créé, au niveau professionnel en tout cas, tout ce que je créais ou tout ce que je faisais, c'était toujours par plaisir. Si ça me Ouais. procurait plus de plaisir, next. Mm. Et là, en fait, je m'étais mis la pression et de plus en plus, mon activité, et c'est peut-être pour ça que j'y ai perdu le plaisir, c'est que je l'ai faite pour gagner de l'argent. Ouais. Donc, j'étais toujours professionnelle, mon offre, elle était de qualité, je le sais, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, c'était plus pour le plaisir d'aider, c'était il faut que je rentre de l'argent tous les mois, quoi. Et donc, au point que j'en ai eu un gros ras-le-bol de tout ce qui était vente. Donc moi, mon nouveau modèle de rêve, c'était ne pas avoir besoin de gagner d'argent, monter une association à but non lucratif et voilà, travailler bénévolement. Ouais, je Donc comprends. voilà, j'ai pas été vers ça. Et du coup, là, Donc comment ça s'est passé alors suite à l'annonce là donc du diagnostic de la maladie? Donc raconte-nous un peu du coup, j'ai bien dû m'arrêter. Je pouvais plus Mhm. rien faire. De toute façon, j'avais pas le Ouais, choix. ouais. Donc voilà, mais je sais que c'est triste dans un sens d'en arriver à devoir tomber gravement malade pour s'autoriser à faire des choix qui sont bons pour soi. Mm. Mais malheureusement, je ne suis pas un cas isolé. On parle Non. souvent des secondaires de la maladie et je vois bien que certaines personnes, beaucoup de personnes, ont besoin, même si elles ne s'en rendent pas compte, ont besoin de leur maladie pour s'autoriser à faire certains choix, pour Mm. justifier certaines décisions auprès de leur entourage. Mm. Donc voilà, c'est en ça que pour moi, ça a été une chance parce que, oui, normalement, ton entourage, s'il t'aime, quand tu Mm. tombes gravement malade, il n'a qu'une envie, c'est que tu ailles mieux. Et même Ouais. si ça doit passer par des décisions a priori bêtes, un peu loufoques, tu vois, qu'ils n'auraient pas approuvé en d'autres circonstances. Mais là, tu es malade, quoi. C'est ta survie qui est en jeu. Donc Mm. voilà. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas eux. Mais moi, Mm. en tout Oui, cas, oui, oui. j'en avais besoin. J'avais besoin de ce prétexte, de l'excuse de la maladie pour me dire, OK, j'arrête. Donc, 1 an après, j'ai fermé mon entreprise. Un Et an puis, après? j'ai créé. Ouais, parce qu'en fait, comme j'ai travaillé sur Internet et que c'était un Oui, peu automatisé, ouais, j'ai pu générer encore des revenus. Bon, ça allait en descendant forcément, parce que je ne faisais plus rien. ouais. Mais du coup, Donc, 1 an après, j'ai fermé. Ouais. et tu as créé autre chose alors après, du coup? Tu as créé Et une autre. une association, une Voilà, association ce que tu avec voulais. laquelle j'ai rien fait, en fait. Mm. J'avais de grandes ambitions, mais bon, voilà, en fait, je me suis rendue à l'évidence. Il fallait d'abord que je me concentre sur moi, sur Ta mon santé. aller mieux. Voilà. C'était quoi Et le puis, ça thème a de pris plus de ton. temps que je pensais. Oui, tu vas nous raconter. Et c'était quoi le thème de l'association que tu as créé du coup? C'était en fait pour aider les femmes, et a fortiori les femmes atteintes d'une maladie, à s'épanouir et à vivre, à être pleinement elles-mêmes, quoi. En fait, ce que je ressentais que j'arrivais pas à faire moi-même pendant cette période. Donc, ça Est-ce que s'appelle Défi de filles. défi de fille, d'accord. Voilà, Parce que les défis qu'on se lance pour obtenir ce qu'on veut dans la vie et les défis qu'on subit, les défis de la vie, quoi. Voilà. parce Défis de qu'après, tu vie. as créé un blog alors. Oui, oui, ça a été après avoir commencé à mettre des choses en place justement par rapport à la maladie, à en Est-ce que, voir les bénéfices. est-ce que tu peux en parler un peu de ça? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que justement, c'est ça qui est intéressant, parce que tu as été proactive hein, dans Ouais, ton. la En... chance que j'ai eue, c'est que du coup, quand je suis tombée malade, j'étais déjà moi en train de baigner dans tout ce qui était développement personnel, Ouais. loi d'attraction, tout ça. Mm. Donc, j'avais déjà la conviction qu'on n'est pas des petits êtres vulnérables et impuissants, victimes des aléas de la vie. Mm. Je crois au contraire qu'on crée notre réalité nous-mêmes, Mm. consciemment ou inconsciemment, mais qu'on crée notre réalité. Donc la Mm. maladie, je ne pouvais pas, c'est même pas, j'ai pas de mérite, j'ai pas de courage, je ne pouvais pas la voir autrement. En tout cas, je ne pouvais pas la voir comme un truc qui tombe sur le coin du nez comme ça par hasard et qui met ta vie en l'air. Voilà, ça aurait pu être le voisin, pas de chance, tu passais par là, c'est tombé sur toi. Non, Mm. moi, au contraire, j'étais sûre que si je pouvais créer la maladie dans ma vie, je pouvais la décréer en quelque sorte.
Donc, Et donc, forcément, j'ai commencé à mettre des choses en place concrètement dans le but de guérir. Donc, ça a voilà. commencé par… Donc, tu vas nous raconter, donc tu avais un traitement, tu étais suivi par des médecins? Oui, alors, au niveau médical, purement médical, j'ai eu un traitement symptomatique qui a été mis en place dès le début. C'est un traitement vraiment qui joue sur les symptômes pendant 4 heures. Quoi. Voilà. Donc, il n'agit pas du tout sur la maladie, sur le fond, ni sur le système immunitaire. C'est vraiment pour atténuer les symptômes. Et puis, quand ils font plus effet, il faut en reprendre. Et voilà. Et j'ai de la chance, il a bien fonctionné sur moi. Et ça, c'était un traitement lourd ou ça allait? Non, ça va. C'est 6 comprimés, 6 à 8 comprimés à prendre par jour. Bon, je sais qu'il y a des gens, moi, franchement, non. Au lever, je prenais 2 cachets. À midi, je prenais 2 cachets. Dans l'après-midi, 2 cachets. Voilà, bon. Et toi, ça a bien fonctionné, mais est-ce que tu as mis en place à côté de justement ce traitement médical allopathique? Ouais, déjà, je m'étais mise en condition pour que ce traitement fonctionne. Je sais qu'il y a des malades à qui ça ne parle pas du tout, parce qu'il y en a beaucoup qui, justement, ce traitement ne leur suffit pas. Mais moi, je m'étais dit, voilà, j'avais visualisé pour que ça fonctionne bien, que je n'ai pas les effets indésirables non plus, parce qu'il peut y avoir de gros effets secondaires pas très sympas, soit des muscles qui fasciculent, qui sursautent comme ça, des problèmes intestinaux. Enfin bref, moi ça a été, j'ai bien géré les effets et puis plus ça allait et puis moi j'en avais et puis ça me faisait effet, même si ça enlevait pas tous les symptômes, hein, c'est pas non plus miraculeux. Et du coup, donc j'ai commencé par de la visualisation, des affirmations. Donc je sais pas s'il faut développer un peu ou si tout le monde est ok avec ça. Enfin visualisation en fait c'est c'est se faire des images mentales. En 2 mots, vas-y, pour les femmes qui ne connaissent pas voilà, visualisation, c'est en fait en imagination, quoi, se faire des images mentales de la situation qu'on voudrait obtenir. Donc là, en l'occurrence, m'imaginer déjà guéri, ce que je ressentirais, parce que c'est ça qui est important dans la visualisation aussi, c'est de ressentir l'émotion. Comme si on y était. Comme si j'étais déjà guérie. Tu vois, j'ai poussé le truc même assez loin d'imaginer le médecin me donner mes résultats d'analyse, me dire qu'il n'y avait plus rien. Enfin, c'est vraiment tout un travail comme ça. Puis moi, j'adore ça. Donc, je trouvais ça très agréable. Et puis, les affirmations, c'est pareil. C'est des petites phrases positives qu'on se répète, en fait, pour convaincre le subconscient. C'est la méthode Coué, en fait. Je pense je vais bien, tout va bien. Moi, c'était mon corps se régénère à son état naturel de santé et de bien-être. Enfin, voilà. Donc déjà, donc toi, la première chose que tu as mis en place par rapport au traitement, on va dire, médical allopathique, c'était visualisation et affirmation positive. Voilà. Déjà d'emblée, que le traitement fonctionne. Une fois que le traitement fonctionnait, je ne me suis plus occupée de la maladie. J'ai visualisé la santé, la guérison. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu n'as pas focalisé sur la maladie, mais sur la guérison, c'est ça? Oui, comme je disais, c'est vrai que j'avais déjà toute cette conviction. Voilà, tous les gens qui ont mis le nez dans la loi d'attraction, on sait bien que voilà, il faut mettre le point d'attraction sur ce qu'on désire et non pas sur ce qu'on ne veut plus ou on combat pas. On met l'intention sur ce qu'on veut, quoi. Donc, ce que je voulais, c'était pas ne plus être malade. Ce que je voulais, c'était être en pleine santé. Parce que tu as créé un blog, justement. Alors, tu l'as créé à quel moment, dis-nous, ce blog par rapport à ça? Je l'ai créé en 2013. Donc là, on est encore en 2011. Je commence vraiment avec visualisation, affirmation. Et puis très vite, vers la fin 2011, début 2012, je me sens inspirée à chercher des infos sur les raisons plus alternatives des maladies auto-immunes. Et là, je tombe sur l'alimentation, l'hygiénisme, la naturopathie, toute cette vision de la médecine naturelle, en fait, qui ne voit pas du tout la maladie comme quelque chose de mal et qu'il faudrait combattre. Mais au contraire… excuse-moi, en 2 secondes, la naturopathie, en 2 phrases, juste nous résumer la philosophie de la naturopathie, justement. Naturopathie, c'est plus en fait une approche comme la médecine, mais avec des traitements naturels, des plantes, etc. Par contre, l'hygiénisme, c'est vraiment considérer la maladie comme un signal. La maladie est toujours quelque chose de positif pour les hygiénistes. C'est, en l'occurrence, ils parlent du terrain et de l'encrassement du corps par des toxines, des déchets. Et la maladie, c'est toujours un effort du corps pour se débarrasser de ces toxines.
Donc là, contrairement à la médecine allopathique où le symptôme, c'est la maladie et c'est à combattre par des médicaments, par tout ce que tu veux, dans la médecine naturelle, dans l'hygiénisme, le symptôme, c'est presque une bonne nouvelle. Et en fait, on en rejoint la façon dont j'ai accueilli la maladie comme quelque chose de positif. Moi, ce n'était pas par rapport au corps, mais dans ma vie, c'était quelque chose de positif. Bah, pour les hygiénistes, la maladie, pour le corps, c'est quelque chose de positif parce que c'est qu'elle a encore assez d'énergie pour vouloir évacuer des déchets et revenir à son état d'équilibre. Et donc là, à ce moment-là, tu découvres, au fait, c'était nouveau pour toi, l'hygiénisme, ah oui, complètement. Donc tu plonges dedans. Moi, je me suis jamais intéressée à la santé. J'ai jamais été malade. Ça coulait de source. Donc, je me suis jamais intéressée ni à la santé, ni à la maladie, et à la façon à la vision de la maladie qu'avaient les médecins. J'étais ni contre ni pour. C'est tout. Moi, j'étais en bonne santé. Point. Et du coup, donc je suppose que pour toi, tu as découvert un univers qui, justement, toi, par rapport à ta maladie, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis en plus, c'était un univers concret. Tu vois, quand tu parles de développement personnel ou de loi d'attraction ou même de causes émotionnelles des maladies, tu vois, c'est quand même assez abstrait. Puis il faut que tu ailles fouiller un peu dans tes blessures ou quoi. Là, c'était accessible à tout le monde. C'était concret. C'était physiologique. Presque scientifique, même si la science officielle n'aborde pas ça comme ça. Mais donc forcément, si je voulais nettoyer mon corps, la première source d'encrassement du corps, c'est notre alimentation, qui du coup n'est pas adaptée à notre système digestif. On mange un peu n'importe quoi. Et on ne parle pas que des gâteaux ou des trucs industriels. C'est vrai qu'en règle générale, on n'a pas l'alimentation, on ne donne pas à notre corps son carburant idéal, quoi. Donc forcément, tout ce qu'il ne sait pas traiter, il le stocke, c'est des déchets, et il le stocke. Sinon, si tu manges ce qu'il faut, tu as un système digestif qui est fait pour le gérer, quoi. D'un côté, il y a les déchets et ça part dans les selles. Et ce dont il a besoin, il l'assimile. Enfin, voilà. En fait, ce qu'on stocke, c'est tout ce qu'il n'a pas pu traiter parce que ça n'aurait jamais dû être là, en fait. Et c'est là qu'on se retrouve avec le corps encrassé. Mais du coup, donc, je me suis partie sur l'alimentation. Voilà, c'est à ce moment-là que tu es partie sur l'alimentation. Voilà. Et tu as consulté des gens, tu t'es formée ou tu t'es auto-formée? Comment ça s'est passé? Auto-formée. Et c'est là que tu te rends compte d'ailleurs que des infos, il y en a partout. C'est hyper riche comme sujet. Alors que quand tu t'y intéresses pas, ça n'existe pas. Et ça aussi, c'est intéressant justement dans la démarche Oui, parce que moi, je suis partie dans une démarche de guérison, alors qu'officiellement, le discours des médecins, c'est une maladie incurable. Ah oui, ça, tu ne l'as pas dit. D'accord. Donc, les médecins, quand on dit c'est incurable, c'est incurable. Comme beaucoup de maladies auto-immunes. Ils ne savent pas l'expliquer, ils ne savent pas la guérir, donc tu ne peux pas en guérir. Voilà. Et la plupart des malades… Voilà. C'est ça qu'ils soignent que les symptômes, en fait. Ça explique… Oui, voilà. Ouais. D'accord. Okay. Ouais. Oui, le traitement classique des maladies auto-immunes, c'est en fait de prendre des immunosuppresseurs. Donc, en fait, comme on considère qu'une maladie auto-immune, c'est ton corps qui fait n'importe quoi et qui s'attaque lui-même, on s'est dit, on va prendre des médicaments qui pètent, ils détruisent carrément ton système immunitaire. Normal. Ton système immunitaire se retourne contre lui-même. Amenuisons le système immunitaire, comme ça, il y a moins de symptômes. Oui, sauf que il y a moins d'immunité aussi. Et du coup, toi, tu as mis en place… comment ça s'est passé? Donc, tu découvres la naturopathie. J'ai commencé par l'alimentation. D'accord. Tu as changé j'ai commencé par… ou tu avais déjà une bonne par petit… Non, j'avais pas… Bon, j'avais une bonne alimentation au sens officiel du terme, enfin, une alimentation équilibrée. Bon, même si à côté, je mangeais de plus en plus de pizza et de chocolat ou de choses comme ça. Hein, oui, tu as une vie qui est trop vide, alors tu compenses, quoi. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai pris beaucoup de poids. À l'époque où, justement, je me sentais prisonnière dans cette vie. On compense, voilà. Donc, bref. Donc, mais sinon, au niveau équilibré, j'avais une alimentation qu'on recommande, quoi, avec des féculents, des légumes, des protéines animales. Voilà. Donc, j'ai commencé à enlever le lait de vache. J'avais vu passer l'info comme ça que le lait de vache était peut-être mauvais. On en parle beaucoup maintenant. Maintenant, on en parle on beaucoup. En parle beaucoup. Hein, mais encore que ceux qui ne veulent pas voir la voient pas, cette info. Hein. C'est vrai que quand on se met à s'y intéresser, on a l'impression qu'on en parle beaucoup.
Oui, c'est ça. Mais en fait, C'est ça. Parce que moi, je c'est là vois. que je reproche aux médecins de dire que non, tu ne peux pas guérir, parce que la plupart des. Moi, je suis un peu rebelle dans l'âme, donc je me suis dit, ah, tu dis que je ne peux pas guérir, bah, tiens, tu vas voir. Mais la plupart des malades, tu leur dis tu ne peux pas guérir, et ben donc ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas guérir. Et pour moi, si tu es persuadé que la guérison n'est pas possible, tu ne peux pas voir les pistes de guérison. Tu vois, donc c'est ça qui est tout bête. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que quand j'imagine, tu vois le médecin qui dit de toute façon, vous ne pourrez jamais guérir, on ne pourra que jouer sur les symptômes. Un médecin, a priori, tu vas avoir tendance à le croire, à lui faire confiance. Mais je pense que cette notion, moi j'ai été confrontée à la maladie, pas pour moi, mais pour des proches. Et ce que ça m'a appris de cette épreuve par rapport à la maladie, c'est qu'il fallait se renseigner par nous-mêmes aussi, essayer de comprendre un peu ce que disaient les médecins, et puis avoir la curiosité par soi-même aussi d'aller chercher des solutions autres, pas pour rejeter On est d'accord. un traitement médical, mais pour complémentaire, et parce que c'est quand même notre corps, et c'est important de comprendre un peu, tu vois. Bah, j'en suis le bon exemple, hein, parce que moi, je n'ai pas rejeté les médicaments. Tu vois, j'ai pris scrupuleusement pendant 9 ans mes 6 comprimés par jour. Donc, tu vois, Exactement. Mais en sachant que ce n'est pas ça qui allait me guérir, que ça me servait de béquille le temps que moi, je fasse mes recherches, mais ce n'est pas ça qui allait faire disparaître la maladie. C'est ça. Et du coup, alors ça, tu vois, moi, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant là, ce que tu partages. Et donc là, quand tu découvres donc, cet univers, tu l'appliques petit à petit, et tu crées ton blog en même temps, parce que ça, j'insiste dessus, parce que tu as voulu partager aussi ton expérience, et donc tu as créé un blog qui a très bien marché, qui a évolué, tu en parleras tout à l'heure. Et parle-nous un peu de ce blog, parce que tu as partagé, au fait. Tu as partagé oui, tout ça. En fait, quand j'ai commencé à faire le moindre petit changement alimentaire, tout de suite, ça apporte des améliorations. Donc, tu te dis, waouh, tu as trouvé le truc qui va sauver le monde, tu as envie de partager, il faut que tu le donnes aux autres. Et j'ai essayé d'aller sur des forums ou des groupes de malades, mais en fait, je me suis fait jeter. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de guérir, ils n'ont pas envie que tu leur donnes la solution. En tout cas, ils veulent une solution, un petit cachet supplémentaire. Mais si les changements doivent venir d'eux, ça ne les intéresse pas, en fait, beaucoup. Et moi, je me suis carrément fait jeter violemment parce que dans une discussion, je disais que j'avais considéré la maladie comme une chance dans ma vie. Donc, je parle bien que de moi. Hein. Non, mais tu vois, je n'ai pas dit allez, bougez-vous un peu, c'est une chance. Non, je ne fausse pas quand même. Je considérais la maladie comme une chance dans ma vie, puis que donc, du coup, ça m'avait amené vers des pistes. Et là, putain, je me suis attiré les foudres de tout le monde. Alors, personne ne participait à la discussion avant, mais là, quand j'ai dit ce mot, tout le monde s'est précipité. Non, mais n'importe quoi, comment tu peux dire des conneries pareilles? C'est certainement pas une chance, et puis de toute façon, on ne croit pas. Enfin, voilà, va dans ton livre. Et... Oula. Donc, j'ai créé un blog parce que je me suis dit, au moins, là, c'est chez moi. Je dis ce que je veux, je partage ce que je veux. Et donc, voilà. Donc, j'ai créé mon blog en 2013 pour parler un peu de mes changements alimentaires. Donc, j'ai fait du sans gluten, le sans lait. Pendant un moment, j'ai enlevé les protéines animales aussi. J'ai fait des jus, sachant que donc mi-2012, le avant-après dans mon état de santé, ça a été une cure de jus de 12 jours, donc un jeûne, à boire que des jus pendant 12 jours. Et là, ça a été la grande forme pendant 12 jours. Je retrouvais mes expressions parce que sinon, j'ai des muscles du visage qui sont quand même assez crispés, mes sourires qui ressemblent à des grimaces. Et là, j'ai retrouvé mon vrai sourire. J'étais en super forme. Quoi. Donc, il y a vraiment eu un avant-après. Et voilà, j'avais envie de partager tout ça, tout ce qui était alimentaire. Et ce blog, il a duré, il est encore là, mais tu l'as un peu modifié. Ouais, il est encore là, mais là, en septembre, j'ai changé le nom. Mais en fait, le blog est toujours disponible, les articles, tout mon cheminement, en fait, est toujours disponible. Voilà, et tu partageais donc les personnes qui venaient sur ton blog, c'est les personnes qui étaient malades, qui avaient ta maladie, ou dis-nous un peu. Ouais, oui, forcément. En plus, comme j'ai écrit des articles sur la myasthénie, avec les mots-clés de myasthénie, il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans ceux qui laissaient des commentaires, c'était beaucoup de personnes atteintes de myasthénie, ouais. Juste une question qui me vient. Il y a combien de personnes, est-ce que, en termes de nombre de personnes qui sont touchées par cette maladie en France? C'est quoi ou c'est 10 000 à peu près. D'accord.
10 000 personnes. Bon, je ne D'accord. tiens pas les chiffres. À Oui, oui, l'époque, oui, bien sûr. on disait entre 5 et 6 000 personnes, je crois. D'accord. Donc, peut-être qu'on en découvre de plus en plus. C'est pareil, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont atteints d'une maladie ou est-ce que les diagnostics sont faits plus facilement, toi? On ne sait jamais. On ne sait jamais trop ce qui provoque la hausse des cas, quoi. Mais ça reste une maladie rare. Et on a de la chance qu'il y ait quand même un traitement qui existe Pour les pour les symptômes. symptômes. Et donc là tu lances ton blog et tu partages un peu Ouais. justement toutes tes Ouais. découvertes. Ouais. Et comment ça se passe au niveau de ta santé alors? Ben moi, tout ce que j'ai mis en place au niveau alimentaire, au niveau des jus, au niveau de l'éviction de certains aliments, donc tout ce qui était industriel, hein, j'ai viré le micro-ondes de la cuisine aussi, voilà. Donc surtout sans gluten, sans lait, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de crus. Et puis tout ce qui est hygiène de vie aussi, hein, prendre l'air, enfin voilà, essayer de gérer le stress. J'avais arrêté de travailler, enfin bref. Et c'était quoi ta question? Je m'en souviens plus. Non, j'ai voulu faire un non, petit aparté, je m'en suis perdue. si, ça m'est revenu. C'est justement par rapport au fait, donc là tu mets en place tous ces, on va dire, toutes ces nouvelles Ah oui, ma habitudes. santé, comment ça va? Comment ça a évolué au niveau de ta Ouais. santé, de la maladie? Ouais. Voilà, après, c'est. Ouais. Donc j'ai eu suffisamment de bienfaits avec tout ce qui était alimentation et hygiène de vie pour en fait stabiliser la maladie, quoi. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais. C'est une maladie qui est réputée de toute façon pour être très capricieuse. Donc déjà, j'avais stoppé l'évolution. Parce que normalement, dans les 3 premières années, elle évolue assez vite et ça peut arriver à une faiblesse généralisée dans les 3 ans. Donc déjà, moi, avec les premières choses que j'ai mises en place, j'ai pas eu de rechute. Je suis au contraire, ça allait de mieux en mieux. Mais ça restait très instable. Si je me levais le matin, je n'étais pas sûre que l'après-midi, je pouvais honorer un rendez-vous. La fatigue pouvait me tomber dessus. Donc, tout ce que j'ai mis en place au niveau alimentaire a permis déjà de stabiliser. J'avais encore beaucoup de symptômes, beaucoup de fatigue, mais j'étais stable. Et puis, j'avais beau être certaine que si j'avais un régime alimentaire suffisamment strict, suffisamment longtemps, je pouvais guérir en quelques mois. Malgré tout, c'est comme si je n'avais pas la motivation et la volonté nécessaires pour le faire. Parce que, en fait, je pressentais qu'il y avait j'avais autre chose à explorer, en fait. Que l'alimentation n'allait pas tout faire dans mon cas. Et c'est là qu'on arrive en 2014 et que j'ai commencé à plus mettre de côté l'alimentation, même si j'ai gardé un cap quand même je suis jamais revenue à l'alimentation d'avant. Hein. Et je me suis intéressée là davantage à tout ce qui est plus spiritualité, même des sujets que je trouvais un peu perchés avant, tout ce qui était les guides, les anges. Et en quoi ça t'a aidé avec la maladie, ça, dis-nous, la spiritualité, toute cette partie-là? Ça, en fait, de plus en plus, j'étais persuadée que la maladie partirait d'elle-même quand elle aurait plus de raison d'être dans ma vie. Et pour moi, la raison d'être de la maladie, c'était de plus avoir écouté mon cœur à un moment, de vivre cette vie qui n'était pas la mienne. En fait, qu'il y avait un décalage entre moi et moi, entre le moi divin, le moi supérieur et ce qu'il était censé être, et ce que je manifestais, ce que je m'autorisais vraiment à être dans ma vie. Il y avait un décalage entre les deux, puisque je ne suivais pas mes aspirations. Donc, il y avait ce décalage. Et j'étais persuadée que c'était ce décalage qui créait la maladie. Donc, je me suis mise à vouloir à tout prix savoir qui était ce moi à l'intérieur, le connaître davantage, pour le devenir, en fait. Ton moi profond. Ton moi profond. Voilà, ce moi profond, mon âme, en fait. Et du coup, c'est en ça que la spiritualité, pour toi, t'a aidé à ce niveau-là. Ouais, j'ai eu besoin, en fait, d'être... Je crois que je me faisais plus trop confiance, vu que j'étais un peu partie dans les pièges de l'ego et tout. Donc, j'arrivais plus trop à savoir si les désirs que j'avais, enfin, les élans que j'avais, c'était vraiment, ça venait de mon cœur ou est-ce que c'était des désirs de l'ego, de vouloir encore coller à un fantasme tu vois, je ne savais plus trop. Donc, en fait, paradoxalement, même si je pensais qu'il fallait s'écouter à l'intérieur, à ce moment-là, j'ai eu besoin d'aide extérieure pour m'apporter des réponses. Donc, médiums, des thérapeutes, énergéticiens. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, Nathalie, je vais quand même dire que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a fait partie du même groupe de femmes dans un groupe de coaching spirituel.
Donc, Ouais. je relis le truc là. Exactement, il y a 2 ans déjà, un peu plus Il y de a 2 ans. 3 Ouais. ans. 3 ans, parce que moi, je venais d'arriver en Australie. Donc, ça fait 3 ans. 2018, non, 2018, je crois. Ah oui? Ah Septembre bah, 2018. ah bah Ouais, 2 ans alors, je sais pas pourquoi. ouais, Ouais. ouais. Mm. Enfin bref, peu importe. Non, non, Mais ouais, j'avais besoin de savoir pourquoi j'étais là, en fait. Mm. Je voulais être sûre que j'étais sur le bon chemin, que je me trompais pas encore de voie avec les projets que j'avais en cours, notamment avec mon blog, qui était de partager. Je voulais faire une web TV, enfin voilà. Ouais, j'avais vraiment ce besoin au point de me mettre un peu la pression Ouais. et ce besoin d'être celle que j'étais vraiment, parce que j'avais cette conviction que si j'étais pleinement moi, celle que je devais être, au moment où je me suis incarnée dans ce corps en tant que Nathalie, si je faisais vraiment ce que j'avais prévu de faire, eh ben, la maladie, voilà, j'avais même pas à mettre en place des choses pour guérir. La maladie, elle partirait d'elle-même. C'était vraiment ma conviction. D'accord. Donc voilà. Donc, tu as Voilà en quoi, exploré du et coup. effectivement, ça m'a Ouais. beaucoup aidée. Donc ça t'a, par Et rapport à la maladie, ça t'a aidé, justement? oui, je peux Ça t'a pas appris dire, tu vois, comme avec la cure de jus, il y a clac, un moment, un avant-après, Ouais. mais je vois bien qu'au fil des années, ça a été qu'en s'améliorant. Mm. Donc, Oui. j'ai fait de la Ouais. numérologie, j'ai fait des études de parcours d'âme avec un médium, puisque j'ai fait le design humain aussi. Enfin, à chaque fois, ça m'apportait quelques petites clés, enfin, des confirmations en fait. Hein. Au final, on le sait tout ça. Oui. Ouais. J'aurais pu ne pas avoir besoin de toutes ces aides extérieures, mais j'étais à un moment où je me faisais plus confiance. Donc, il fallait que quelqu'un d'autre qui avait des dons que moi, je pensais ne pas avoir, Mm. eh ben, me dise, ben voilà, ton âme, elle a décidé d'expérimenter ça. Oui, ton chemin, ce serait plutôt d'aider les gens, ou voilà, on m'a dit que j'avais un don de guérison. Enfin, pas forcément à travailler avec des soins énergétiques, mais justement tout ce qui était écriture. Et donc, ça m'a confortée, ça m'a vraiment rassurée. Oui. Donc, ça m'a fait du bien. Et puis, je me suis lancée dans ces projets, voilà, autour du blog. J'avais créé un petit magazine au départ. Et... Oui, parce que tu écris beaucoup, en fait. Toi, tu es beaucoup dans ouais, c'est mon l'écriture. truc, l'écriture. C'est ton Et ça truc. ressort dans mes... ouais, Voilà. ça ressort dans Parce mon thème que, énergétique. bah oui, mais au final, tu vois, quand on regarde ce que tu as fait, pour moi, l'écriture, c'est vraiment ton fil conducteur. Et Et pour acter tout ça, j'ai envie de dire, j'ai eu besoin de tout écrire aussi dans un livre. On boucle voilà. la boucle pareil. J'ai eu Ben besoin voilà. de le passer par écrit pour Ben, l'intégrer vraiment, en fait. voilà, ben, j'aimerais bien que tu parles de ce livre, donc La maladie, la plus grande chance de ma vie, donc tu l'as appelé comme ça. Oui, titre a priori provocateur, provoquant, Oui, je sais pas comment oui, on mais dit. comme tu dis, c'est ton livre, tu fais ce que tu veux. Oui, voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'espère que, en tout cas, tous ceux qui iront au-delà du titre et le liront comprendront qu'effectivement, je ne peux à la fin que considérer la maladie comme une chance. C'était pas possible autrement. Enfin, pour moi, c'est ça qui m'a fait du bien de l'écrire, parce qu'au début, je l'ai écrit vraiment pour moi, pour clarifier. J'étais très lucide sur pratiquement dès le début, même si au début, je suis passée par plusieurs étapes, mais j'étais assez lucide sur ce qui m'avait rendu malade et sur ce qui pouvait me rendre la santé. Sauf que c'est pas si facile que ça. Tu as beau te dire ah bah c'est simple en fait, faut que maintenant je sois qui je suis. Allez, bah ouais, mais non, c'est toujours pas aussi simple que ça parce qu'il y a toujours les autres, il y a toujours les mêmes blessures, les mêmes conditionnements, la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé, d'être critiqué, enfin voilà. Donc ça a été tout un chemin Et là, et je crois que je me suis encore perdue dans ma phrase. non, t'inquiète. Donc, dans ce livre, en fait, tu nous retraces tout ton parcours en lien avec la maladie. Ouais. Et justement, un peu. C'est tout le récit de mon cheminement personnel, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce dont j'ai pris conscience. C'est le bilan des 9 dernières années qui m'ont fait arriver où j'en suis maintenant. Et en fait, je l'ai structuré en 3 parties qui s'intitulent je vais guérir, je vais guérir, je ne veux plus guérir. Là, c'est la phase où je me suis dit, bah, j'ai plus besoin de chercher à guérir. Je me concentre sur être pleinement qui je suis et je vais guérir. Et la dernière partie qui est je suis déjà guérie. Parce que de plus en plus, je me comporte et je me convainc que je suis déjà guérie.
et que juste, il faut encore un petit peu de temps pour que l'information arrive à toutes mes cellules, en fait, et que ça se manifeste vraiment dans mon corps, même si ça va de mieux en mieux, médicalement, je ne suis pas guérie. J'ai Oui, encore des symptômes. c'est la question que je voulais te poser. Aujourd'hui, tu en es où justement par rapport Honnêtement, au quotidien, je me sens bien. Je ne Ouais. me sens pas limitée par la maladie. Mm. Et surtout, comme quoi j'avais bien le sentiment que mettre tout ça par écrit me ferait du bien et aurait peut-être un effet thérapeutique. Et ça a été le cas. En tout cas, depuis que j'ai terminé le livre, depuis début septembre que j'avais fini la rédaction, Mm. je me suis mis à réduire mon traitement médical. Et du coup, je prenais 6 à 8 comprimés par jour depuis 9 ans. Et là, j'en suis à 2, sans Ah avoir oui, plus de symptômes. d'accord. Ouais, donc ça a vraiment Donc, ça a vraiment fait un effet, ouais. Donc là, j'ai bon espoir que ça suive Mm. son cours. Et Mm. je fais rien pour. J'essaye en tout cas de ne pas me fixer. Tu vois, Non, c'est tout. Moi, mon seul Ouais. objectif, c'est qu'il n'y ait plus de décalage, le moindre décalage entre qui je suis à l'intérieur et ce que je montre, ce que je dis, Mm. voilà. En fait, oui, voilà, parce que tu sais que ta guérison passe aussi par là. J'en suis Ouais. persuadée, j'en Ouais. étais persuadée et ce que j'ai mis en place me le prouve. Mm. Donc, en tout cas, pour moi, pour ma propre expérience, oui, pour moi, il n'y a pas de doute. Et donc, pour finir Donc, cette j'estime interview, être déjà guérie. voilà, ben c'est ça, c'est ça. Donc là, tu es déjà guéri. Et j'aimerais bien justement que pour clôturer l'interview, parce qu'on arrive à la fin, que tu donnes un petit message pour la fin, ce que tu veux. Ouais. Déjà, moi, ma seule prétention, entre guillemets, c'est de partager mon expérience. Mm. Voilà. Si ça résonne chez quelqu'un, si ça lui apporte un petit déclic, si ça peut l'aider, tant mieux. Mais en fait, en écrivant, en mettant tout par écrit, moi, j'ai pu quand même en ressortir quelques clés. Mm. Et j'espère que ça va permettre à d'autres personnes de voir leur maladie, même au-delà de ça. Parce que moi, je l'étends même à toute épreuve, à toute situation difficile qu'on est amené à vivre. Je suis persuadée que rien ne peut être un hasard et que rien n'est là pour nous embêter, pour nous faire du mal ou quoi que ce soit, mais que tout est toujours pour notre bien. Et que si on arrive à s'élever un peu et à voir l'épreuve, et en l'occurrence la maladie, d'un autre œil, bah, du coup, on peut profiter du cadeau qu'il contient. Et pour moi, le vrai cadeau à l'intérieur, c'est incontestablement de revenir à soi, de remettre le pouvoir à l'intérieur, C'est le cadeau que tu as de trouvé. passer, Mm. ouais, de passer d'une guidance extérieure à une guidance intérieure, Mm. de passer de la gouvernance de l'ego, du coup, à la gouvernance de l'âme, de passer des peurs à l'amour. Mm. Et ouais, c'est valable. Je ne peux pas m'empêcher aussi de faire le parallèle avec ce qu'on vit actuellement, qui est une épreuve collective, Mm. la crise du coronavirus et surtout tout ce qui en découle, que chacun vit individuellement de manière différente. Mm. On fiche en fait, mais n'empêche que collectivement, bah, voilà, c'est une épreuve qui nous occupe tous en ce moment. Ouais. Mm. Et donc, je pourrais finir peut-être par une question ouverte. Oui, vas-y. Et si on considérait cette crise du coronavirus comme l'opportunité qui va nous faire découvrir le cadeau, et le cadeau dont je viens de parler, qui serait de revenir à nous-mêmes, à notre guidance intérieure, à remettre le pouvoir à l'intérieur, plutôt que de l'avoir délégué depuis des lustres à des médecins, à des enseignants, à des gouvernements. Voilà, je ne peux pas m'empêcher. En fait, quand j'ai fini mon livre, on était entre juin et septembre, et j'ai réalisé, quoi. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai décrit me concernant et toutes mes prises de conscience, elles peuvent se transposer Mm. à ce qu'on vit actuellement, quoi. Et je me Aussi, dis, ouais. ouais, en fait, donc je ne vais pas vous donner la réponse, mais moi, j'en suis, voilà, j'en Mm. suis convaincue. Je connais ma réponse et je pense que c'est ça. C'est le plus beau cadeau de l'existence, c'est de revenir à soi. Et il se trouve que malheureusement, enfin, quand on regarde avec a priori, malheureusement, ça passe souvent par des choses difficiles. Parce qu'en fait, on est comme ça. Et si on n'est pas confronté à des choses difficiles, on a tendance à jamais aller voir à l'intérieur.
Et il y a Jung qui disait nous ne guérissons pas de nos maladies, ce sont nos maladies qui nous guérissent. Voilà, ça pourrait résumer tout mon parcours et résumer mon message. Écoute, merci pour ce très très beau message de la fin. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Merci de m'avoir lancé cette invitation. Parce que oser parler de donner un livre, enfin mettre mon livre publiquement, raconter mon histoire, là, que n'importe qui puisse le lire, et en plus là en parler à l'oral, alors que comme je viens de dire, mon truc c'est l'écrit, ça fait partie aussi, c'est un pas de plus dans mon défi d'être pleinement moi-même, donc c'est une étape de plus sur mon chemin de guérison, donc je t'en remercie. Bravo Nathalie, merci à toi en tout cas pour ta confiance, merci beaucoup. Merci. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.